C'est une complication sévère et c'est la plus fréquente du lupus érythémateux-disséminé, c'est la néphrite lupique. Elle engendre une insuffisance rénale chronique dans 20% des cas. Les traitements ont évolué avec l'apparition entre autres des anticorps monoclonaux. La recherche permet aujourd'hui d'espérer plusieurs classes de traitements ciblés pour les années à venir. L'accès à une médecine personnalisée pour ces patients va dépendre néanmoins des progrès dans le domaine des biomarqueurs. Monsieur le Président, à vous le plaisir de présenter le professeur Roussio. Merci beaucoup. Donc, beaucoup connaissent le professeur Roussio, évidemment, puisqu'il est membre titulaire de notre compagnie. Un médecin interniste rhumatologue, chef de service de rhumatologie clinique universitaire Saint-Luc, professeur ordinaire et vice-recteur du secteur des sciences de la santé de l'UCL Louvain. Après un parcours prolongé en recherche fondamentale à l'Institut Christian de Duve et un séjour à Londres, il a développé clinique universitaire Saint-Luc, un centre de prise en charge des maladies systémiques, en particulier les lupus érythémateux disséminés dont il va vous parler tout à l'heure. En coordonnant plusieurs essais cliniques internationaux, il a contribué à définir le traitement optimal de la néphropathie lupique. Il participe activement à l'élaboration de recommandations internationales et collabore avec plusieurs équipes de recherche pour mieux comprendre la physiopathologie de cette maladie. Il est l'auteur de plus de 250 publications, dont la moitié concerne la néphrite lupique, et ces publications sont abondamment citées, plus de 25 000 citations avec un H-index de 67. Le professeur Roussio va vous parler vers des traitements ciblés de la néphrite lupique. Frédéric. Monsieur le Président, merci beaucoup. Monsieur le Secrétaire chers collègues, je voudrais commencer par vous rappeler que le lupus érythémateux disséminé est tout simplement une des 10 premières causes de décès des jeunes femmes dans une période de vie qui se situe entre 15 et 24 ans. Et ceci pour une maladie qui est rare. Et une des complications majeures, on vient de le dire bien sûr, c'est la néphropathie lupique. Elle concerne 40% des adultes atteints de lupus érythémateux disséminé, 80% des enfants atteints de cette maladie, 25% des patients vont développer une insuffisance rénale, 5 à 10% auront besoin d'une substitution rénale, et vous connaissez bien sûr le risque cardiovasculaire associé à l'insuffisance rénale qui contribue à la mortalité de cette pathologie. Nous avons appris sur les bancs de l'université que la néphrite lupique était une glomérulonéphrite, ce qui est bien le cas, et vous êtes illustré sur la partie droite de ce transparent. Et ceci est dû bien sûr à des dépôts d'immuns complexes qui ont une localisation soit mésangiale, soit sous-endothéliale, soit sous-épithéliale, et qui expliquent des patterns pathologiques un peu différents, des patterns cliniques un peu différents. C'est ce que nous avons appris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on considère que la néphrite lupique n'est pas qu'une glomérulonéphrite, mais une pannéphrite, parce qu'en fait, le tubulo-interstitium participe très largement à l'agression immunologique par le biais de la participation des cellules immunitaires résidentes, notamment les macrophages résidents, qui interagissent avec les structures tubulo-interstitielles, provoquant notamment l'apparition de follicules lymphoïdes tertiaires, signant bien que, en fait, le rein dans le lupus n'est pas que le passif victime des immuns complexes au niveau du glomérule, mais également un acteur dans l'agression immunologique. Alors je vais vous parler aujourd'hui du traitement, et on va démarrer par le paradigme actuel, qui est basé sur un traitement immunosuppresseur séquencié. Et il est vrai qu'avec mon équipe, avec des collaborateurs internationaux, j'ai participé depuis une vingtaine d'années à établir les meilleurs traitements immunosuppresseurs de la néphropathie lupique. On commence par un traitement d'induction, classiquement, avec des glucocorticoïdes qui sont administrés, comme vous le voyez, par voie intraveineuse, mais également avec des féroces. Et vous voyez que les doses que l'on utilise aujourd'hui sont beaucoup moindres que celles que nous utilisions à l'époque. Et pour, bien sûr, consolider ce traitement immunosuppresseur d'induction, nous avons recours au microphénolate, ou alors, comme nous l'avons proposé, aux petites doses filées de cyclophosphamide par voie intraveineuse qui ne perturbent pas, c'est important pour ces jeunes femmes, leur fertilité. Et une fois qu'on a atteint un certain degré de réponse ou de rémission, on verra ça, on démarre un traitement dit immunosuppresseur de maintenance, où on essaye en fait d'arrêter les glucocorticoïdes et on maintient cette maintenance immunosuppressive par des médicaments, à nouveau comme le microphénolate ou l'azathiopline. Ceci, ce sont des recommandations qui viennent encore d'être publiées tout récemment, auxquelles nous avons participé. Bien sûr, le traitement de la néphrite lupique va bien au-delà du traitement immunosuppresseur. Et nous savons tous qu'il faut une néphroprotection optimale, c'est-à-dire un contrôle agressif de la pression artérielle,
l'utilisation quasi systématique des inhibiteurs du système de rénine-angiotensin. Aujourd'hui, les inhibiteurs SGLT2, bien entendu, c'est le wonder drug de la néphrologie, de la diabétologie, de la cardiologie, la glyphosine. On va éviter les drogues néphrotoxiques, on va dire aux patients de poids, de faire de l'exercice physique, de contrôler leur cholestérol LDL et bien sûr d'arrêter de fumer. En faisant tout ça, quels sont les résultats actuels de ces traitements? Eh bien, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ceci, c'est notre série d'environ 350 patients souffrant de néphrite pubique. Et vous voyez que, bien oui, il y a quand même 20% des patients qui n'entrent jamais en rémission rénale, c'est-à-dire qui n'ont jamais une protéinurie inférieure à 1 demi-g par 24 heures. Il y en a 35% qui vont récidiver, et il y en a 25%, comme je l'ai déjà dit, qui vont développer un certain degré d'insuffisance rénale avec les complications que nous savons. Alors la vraie question, c'est comment faire mieux? Et je vous propose aujourd'hui deux manières d'essayer de faire mieux. La première, bien sûr, c'est d'identifier précocement les mauvais répondeurs, et la seconde, c'est d'intensifier le traitement, peut-être même d'emblée, on va le voir, grâce à des traitements ciblés. Identifier précocement les mauvais répondeurs, c'est essentiel. Et nous disposons d'un marqueur tout simple, mais qui a ses limites, comme je vais vous le montrer, qui est la protéinurie résiduelle après 1 an de traitement. Nous avons pu démontrer dans des essais cliniques prospectifs que les patients, ce sont les colonnes noires qui vont développer, ils ne vont pas développer l'insuffisance rénale, ils vont conserver une fonction rénale au long cours à 7 ans ou 10 ans d'évolution tout à fait parfait. Et bien oui, que ces patients, ils diminuent très rapidement leur protéinurie. Et par contre, les patients brisés, qui vont développer un certain degré d'insuffisance rénale, ils ne répondent pas initialement correctement au traitement, alors que les traitements sont similaires évidemment dans les deux cas. Et nous avons pu, par des courbes ROC, déterminer quelle était la valeur précoce de protéinurie après traitement qui prédisait le mieux une fonction rénale normale après, ici en l'occurrence, 7 ans de suivi. Et vous avez ce chiffre un peu magique dans ces deux essais cliniques, confirmés par des séries de la vie réelle, comme on dit, que si vous obtenez entre 0,7 et 0,8 g de protéinurie par jour après 1 an de traitement, eh bien vous avez de bonnes chances d'avoir une fonction rénale normale, ce qui vous est illustré tout simplement par le chiffre de 94% de valeur positive prédictive. Si vous atteignez cette cible après 1 an de traitement, 94% des patients auront une fonction rénale normale. Le problème de cette cible, c'est la valeur prédictive négative. Elle n'est pas mauvaise, elle est très mauvaise, 31%. C'est-à-dire que 69% des patients qui n'atteignent pas la cible que nous avons fixée vont, heureusement pour eux, malgré tout, une partie d'entre eux, avoir une fonction rénale correcte. Et donc toute la difficulté, c'est d'identifier précisément ceux qui n'auront pas atteint la cible et qui auront un mauvais pronostic. Et tout cela s'explique parce que la protéinurie n'est pas simplement le reflet de l'inflammation, mais c'est aussi le reflet d'un dommage chronique de la membrane basale glomérulaire, ce qui explique la difficulté d'interpréter, rien que par le paramètre clinique et la protéinurie, la réalité de ce qui se passe au niveau des glomérules. Et pour vous illustrer ça, voici une étude récente que nous avons faite. Nous faisons de façon systématique aujourd'hui des biopsies rénales de contrôle, protocolaires, quelle que soit l'évolution clinique du patient. Et ce que vous voyez, c'est la protéinurie, l'UPC comme on dit, en fonction de ce qu'on appelle l'indice d'activité, c'est-à-dire de l'image pathologique, de l'importance de l'infiltration inflammatoire au niveau du rein. Et vous voyez que la corrélation n'est pas très bonne, mais si nous embêtons ces deux groupes de patients, le groupe à gauche, qui est dans le cadre là, qui ont une protéinurie, qui n'ont pas d'inflammation, il faut éviter de les surtraiter, c'est du dommage chronique, mais ceux qui sont le plus inquiétants, et c'est ceux-là sans doute qui posent problème, ce sont les malades dans le plus grand rectangle de l'arbre bas, qui eux ont peu de protéinurie, donc on les loupe cliniquement, mais malgré tout, ils ont un indice d'activité. La pathologie montre qu'il y a de l'inflammation au niveau du parenchyme rénal. Et bien sûr, le risque là, c'est d'éviter un traitement, c'est de négliger un traitement supplémentaire. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes embarqués dans ces biopsies rénales protocolaires à 12 mois de traitement et dans un protocole clinique, la diapositive est un peu compliquée, mais vous allez la comprendre tout de suite, qu'on appelle rebiolu. Ça porte bien son nom, on fait une rebiopsie de la néphrite pubique. Et c'est assez facile. À gauche, tous les malades, vous pouvez les traiter comme vous le souhaitez, nous les traitons comme nous le souhaitons, comme les patients le souhaitent, avec un régime bien sûr standard d'immunosuppression. Mais il y a deux groupes. Il y a la partie, le contrôle arme, le bras contrôle, où en fait on ne fait pas de biopsie rénale, on traite simplement les patients sur base des paramètres cliniques habituels.
et l'autre patient était randomisé pour avoir une biopsie rénale, quelle que soit son évolution clinique. Et la seule obligation, c'est au moment du mois 12, quand on est dans le groupe qui va subir la biopsie rénale, c'est que s'il persiste de l'inflammation au niveau du parenchyme rénal, on doit modifier le traitement. Et le but, bien entendu, c'est de s'assurer qu'au mois 24, un an plus tard, il y aura davantage de patients qui vont atteindre, je reviendrai là-dessus, CRR, Complete Renal Remission, la rémission rénale complète, et que 5 ans plus tard, s'il faut des années pour ça, eh bien, il y aura moins d'insuffisance rénale terminale parce qu'on connaît exactement la réponse et je crois que l'histologie doit nous aider aujourd'hui à définir les mauvais répondeurs. Et bien sûr, l'autre solution pour faire mieux, c'est d'intensifier probablement d'emblée la thérapeutique, notamment grâce à des traitements ciblés. Alors, pour un peu comprendre les traitements ciblés, je vais vous résumer dans une diapositive très naïve et certainement incomplète, et je ne suis plus un immunologiste, la physiopathologie actuelle, la manière dont on comprend aujourd'hui, naïvement, la physiopathologie du lupus et de la néphrite en particulier. Vous et moi, nous éliminons le matériel self de la létose et de nos cellules apoptotiques sans coup faire. Dans cette maladie, pour des raisons qu'on ignore encore, les protéines du choix sont exprimées par des cellules présentatrices d'antigènes et notamment pas mal de cellules plasmacytoïdes dendritiques dans le lupus qui produisent toute une série de cytokines, on va y revenir, les interférons de type 1, la protéine BLyS ou BAF, et qui bien sûr présentent ces peptides à des lymphocytes auxiliaires CD4 qui sont restreints par ces peptides, ça a été bien démontré, et qui sont capables d'aider des bébés, bien sûr, autoréactifs. Nous en avons tous, mais là, ils sont particulièrement activés et ils produisent des immunoglobulines, en l'occurrence des anti-ADN de haute affinité. Et là aussi, on a bien pu démontrer que ces auto-anticorps qui se déposaient sur le globule étaient directement pathogènes. Et bien sûr, ceci nous montre qu'il y a donc potentiellement pas mal de cibles cellulaires et pas mal de cibles moléculaires pour améliorer la thérapeutique de la néphropathie. Et le premier médicament, évidemment, qui est venu à notre esprit, c'est le rituximab, un anti-CD20, se débarrasser des bébés autoréactifs. Et malheureusement, les essais cliniques à l'époque, ça date d'il y a une quinzaine d'années, ont été mal conçus, je passe sur les détails, trop de cortisone, de mauvais critères d'évaluation, une durée trop courte de traitement, ce qui fait qu'il y a eu un désintérêt de l'industrie pharmaceutique pour cette molécule, et elle n'a pas de label, et cependant, comme dans beaucoup de ces maladies inflammatoires, nous les utilisons off-label parce que le rituximab reste un bon traitement dans les formes réfractaires. Et la preuve que les anti-CD20 c'est une possible, c'est que nous disposons bientôt, très bientôt, nous disposerons d'un autre anti-CD20 qui s'appelle l'obinutuzumab, qui est utilisé également dans le lymphome, qui déplecte davantage encore les lymphocytes B que le rituximab. Et je vous montre simplement ici la phase 2 à votre gauche, où vous voyez qu'il y a 20% en plus de répondeurs par rapport à un traitement standard, en l'occurrence du MMF et d'un cortisone, dans cet essai de phase 2, qui, je pense, sera confirmé par une phase 3. Donc, la cible CD20 reste une très bonne cible dans la néphropathie. Alors, le premier traitement ciblé qui a obtenu la labellisation européenne et américaine, c'est le belimumab. Et il l'a obtenu d'abord, il y a 10 ans, non pas dans la néphrite lupique, mais dans le lupus non rénal. Et vous voyez ce que fait le belimumab, c'est un anticorps monoclonal qui bloque donc cette cytokine BLyS ou BAF. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a dû essayer de bloquer cette cytokine? Et bien, comme souvent, vous savez, quand une nouvelle cytokine est découverte, on fait des animaux transgéniques. Et ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que les rats étaient un peu grosses, qu'il y avait des auto-anticorps, qu'il y avait de l'infiltration inflammatoire dans les glandes salivaires de ces souris, et qu'il y avait plein d'humains complexes au niveau des globules. Puis on a regardé chez les patients, et on a vu, tiens voilà, pourquoi je n'ai plus rien, ah ouais, parfait, on a vu que ces malades avaient des taux de BLyS importants, etc. Et ça a amené, je vous passe tous les détails, au remboursement du médicament. Alors quel est le genre d'effet qu'on voit dans le lupus non rénal, non néphrologique? Vous voyez que par rapport à la ligne inférieure, qui est le placebo, vous avez un gain d'une dizaine et une quinzaine de pourcents de répondeurs. Attention, en utilisant des critères, il y a un critère d'évaluation primaire, un détail desquels je ne veux pas rentrer, mais qui est extrêmement stringent, parce qu'il faut que tout s'améliore. Et tout améliorer dans une maladie qui peut toucher à la fois la peau, les articulations, le rein, les plaquettes, etc., c'est compliqué. Donc c'est un endpoint qui est compliqué, 10-15% de répondeurs en plus, sur base d'un traitement de base qui n'est pas un placebo, qui est évidemment des immunosuppresseurs, et donc avec des patients en plus hétérogènes. Et heureusement, ce belimumab, dans le lupus non rénal,
c'est avéré peu toxique. C'est un médicament qui est peu toxique, avec peu d'effets secondaires, y compris peu d'effets secondaires infectieux par rapport au groupe placebo. Groupe placebo étant évidemment un groupe, je le répète, avec des stéroïdes et d'autres immunosuppresseurs. Et fort de cet effet dans le lupus non rénal, nous nous sommes évidemment dirigés vers le lupus rénal. Et c'est l'essai clinique auquel nous avons participé, non seulement par les patients, mais aussi en définissant les zones tormelles, c'est nos zones tormelles qui ont été utilisées. Et c'est très simple, les malades sont traités, c'est cadran bleu là, par un traitement immunosuppresseur conventionnel, et soit qui reçoivent du Médimar, soit qui reçoivent du placebo. Et vous voyez qu'il y a 1,74 fois plus de chances d'avoir une rémission rénale complète, une réponse rénale complète à 2 ans, si vous avez reçu ce fameux Médimar. Je vais dire, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important d'avoir 10 ou 15% ou 20% de rémission supplémentaire? Eh bien, la réponse est oui. Voici une série de patients sélectionnés parmi tous nos patients, parce que nous avons suivi tous les 3 mois, de façon très obsessionnelle, leurs paramètres biologiques. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a environ 20% des patients qui ne rentrent jamais en rémission. Et ce que vous voyez, c'est que les patients qui ne rentrent jamais en rémission, clairement, ont un risque accru 10 ans plus tard d'avoir une maladie rénale chronique. Donc c'est important d'avoir davantage de rémission. Ce qui est aussi à notre intérêt de la molécule, et d'autres suivront, bien sûr, c'est que dans cette analyse post-hoc, vous voyez qu'il y a une réduction de à peu près moitié des récidives rénales. C'est une maladie, comme toutes les maladies inflammatoires et auto-immunes, qui a tendance à récidiver. Et à chaque récidive, eh bien, ces malades bousillent 10%, 20% de leurs 2 millions de néphrons, et cela provoque évidemment, ou contribue à l'incidence rénale. Chaque fois qu'il y a une récidive, on contribue à l'incidence rénale. Et ceci est bien démontré aussi par cette analyse post-hoc, où vous voyez que quand on donne du Belimumab, c'est la courbe, c'est ce qu'on appelle la trajectoire EGFR. Vous voyez, la ligne bleue, c'est le placebo, la ligne bleue, c'est le Belimumab, pardon, la ligne du dessous, c'est le placebo, et vous voyez qu'il y a une diminution de la filtration glomérulaire. Et ce qui est plus important, c'est que si vous avez regardé ce qu'on appelle des surrogates de l'insuffisance rénale terminale, que sont par exemple une diminution de 30 ou de 40% de la filtration glomérular, ce que vous voyez, c'est que clairement, il y a un effet statistiquement positif en faveur du Belimumab, ce qui explique que c'est la première molécule qui a été acceptée par les agences américaines et européennes dans la néphrologie. Alors il y a bien d'autres cibles, et je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails. L'anifrolumab, bien sûr, puisqu'il y a ici une nature interféron, ça bloque le récepteur des interférons de type 1, avec potentiellement un risque, bien sûr, sur la perturbation de l'immunité innée et le risque notamment d'effets zoster. Et vous voyez qu'il y a plein d'autres cibles, et si vous voulez inviter dans 5 ans ou dans 10 ans, je vous aurai peut-être l'occasion de vous en parler, qui vont de certaines anticytokines, de certaines molécules très très distales, comme les antirécepteurs au C5A, ou encore des molécules qui ciblent les cellules des cellules plasmatiques dendritiques. Alors, ce n'est pas un traitement ciblé, mais il faut que je vous en parle brièvement. Pourquoi? Parce que la voclosporine est également un médicament qui a été labellisé tout récemment dans le traitement de la néphropathie pubique. Qu'est-ce que c'est que la voclosporine? C'est un nouvel inhibiteur de la calcinurie qui est beaucoup plus puissant que la cyclosporine, par exemple, qui a moins d'effets secondaires, pour faire court. Et vous savez tous que les inhibiteurs de calcinurie, ils ont un effet immunosuppresseur, un effet inhibiteur sur la synthèse des cytokines, mais les néphrologues, en tout cas dans la salle, savent très bien, évidemment, que l'effet majeur des inhibiteurs de la calcinurie, c'est de stabiliser le cytosquelette des podocytes. Et ça, c'est essentiel. Et le mécanisme, comme vous voyez, c'est parce que quand vous mettez un inhibiteur de la calcinurie, vous empêchez la déphosphorylation du protéine qu'on appelle la synaptoprotéine et qui protège le squelette actif du podocyte, qui est le garant du maintien de la structure glomérulaire. Et donc ce médicament a été testé, et effectivement, vous voyez à nouveau là, à gauche, 20% de répondeurs complets supplémentaires chez des patients qui reçoivent la voclosporine, avec un effet qui est assez rapide, ce qui s'explique sans doute par l'effet antiprotéinurique de la médication. Et la question qui reste évidemment ouverte, est-ce que c'est un effet essentiellement antiprotéinurique ou est-ce que c'est un effet immunologique? Il n'y a pas, ça c'est une chose quand même importante, nous avons peur avec ces médicaments qu'il y a un effet négatif sur la fonction rénale, et bien comme vous voyez, il n'y a pas d'effet négatif, il n'y a pas non plus l'effet positif que nous avons l'impression d'avoir observé avec le Belimumab, toutes choses étant différentes, et n'autorisant pas bien sûr les comparaisons, quand ce ne sont pas des êtres qui veulent le travail. N'empêche, voilà,
le traitement séquentiel combiné par voclosporine est désormais autorisé. Et je termine par deux petits points. Un premier point qui est tout moderne, parce que c'est un papier qui nous a beaucoup impressionnés, même si ce n'est que sur quelques patients souffrant de néphrit publique. C'est un papier qui est paru dans Nature Medicine il n'y a pas longtemps. Ce sont des données très préliminaires de l'utilisation de CAR T-cells et D19 dans la néphrie publique. Vous savez tous que ces CAR T-cells, on les arme avec un récepteur chimique, ici en l'occurrence, qui reconnaît ces D19 sur les lymphocytes B. Et chez 5 malades extrêmement réfractaires souffrant de néphropathie publique, qu'ont-ils fait ces investigateurs en Allemagne? Eh bien, ils ont injecté ces CAR T-cells, vous connaissez la procédure, et ils ont vu que les B disparaissaient très très rapidement de la périphérie. Comme ces patients reçoivent un tout petit peu de chimiothérapie et d'infodélution, ils ont des effets transitoires sur les autres lignées, mais l'effet essentiel est évidemment d'éliminer de lymphocytes B de façon très puissante. Et vous voyez que l'effet clinique à gauche, l'effet biologique, la protéinurie qui chute, le complément qui monte, les anticorps anti-ADN qui diminuent, le score de Sledal qui s'améliore. Et ce qui n'est pas indiqué sur les diapositives, c'est en arrêtant tous les autres traitements. Et ça, là, on est quand même un peu somme, comme on dit, et c'est à vérifier, ça c'est à vérifier. Vous connaissez bien sûr la toxicité des CAR T-cells, le relargage des cytokines qui nécessite parfois qu'on prenne des mesures avec d'autres traitements ciblés dont on vient de parler, nos collègues connaissent bien, et bien sûr la toxicité neurologique des CAR T-cells, bien connue de nos collègues neurologues, puisqu'il semble bien que ces D19 est exprimé notamment sur des cellules microbiques. Et je termine en disant que nous aurons probablement le choix. Je suis persuadé que ce sera comme dans la polyarthrite rhumatoïde, comme dans la spondylarthrite anquilosante, comme dans l'asthme, comme dans l'osinophile. Nous aurons à notre disposition un panel de molécules. Et la vraie question, c'est comment allons-nous choisir? Mes collègues qui souffrent de la polyarthrite ne m'ont jamais donné, qui souffrent de la polyarthrite, n'ont pas encore donné de réponse très pertinente ou très satisfaisante à cette question. Et ce qui est clair, c'est que one size will not fit all. Ils seront bien contents d'avoir plusieurs molécules. Alors sur quoi est-ce qu'on pourrait se baser? Je montre quelques petites idées, on n'est pas très loin. On pourrait se baser sur les signatures moléculaires périphériques. Ceci est un travail fait avec Bernard Lorenz, et vous voyez qu'on a étudié donc, le transcriptome de PBMC de G5 et le patient public, et on regarde les gènes induits par les interférons de l'ISPA. C'est bien connu, les individus sains n'en ont pas, sauf pour la grippe, évidemment, et les patients publics, il y a 2 tiers de ces patients qui ont une signature interférente. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans les études cliniques qu'on utilise dans les monoclonaux anti-interférents, ce n'est pas nécessairement ceux qui ont la plus belle signature anti-interférents, qui répondent le mieux aux anti-interférents. Donc la chose pourrait paraître plus compliquée. On pourrait regarder aussi dans le rein et les signatures cellulaires au niveau du rein. Et je montre ici par exemple des reins lubiques avec pas mal de marquages chez les reins, des lymphocytes B. On pourrait dire que voilà, on va utiliser de l'efficacité chez ces malades. Là aussi, dans la polyarthrite rhumatoïde, quand on regarde dans les biopsies synoviales de ces patients, le fait d'avoir des B ne prédit pas tellement bien la réponse au rituximab, donc les choses sont pas vraiment compliquées. Et puis je ne résiste pas à vous montrer une diapositive que je dois à Pierre Coudy ici dans la salle et à Michel May sur la possibilité d'étudier les signatures cellulaires dans les urines. Ce que Pierre a fait, c'est qu'il a fait du renal single cell sur des lymphocytes CD8 prélevés au même moment, c'est un peu technique, au même moment dans la biopsie rénale, dans les urines et dans le sang périphérique. Et sauf si vous êtes daltonien, il y en a au moins un dans la salle, sauf si vous êtes daltonien, vous verrez que le transcriptome des cellules CD8 urinaires et rénales sont quand même fort proches en PCA, ce qui n'est pas du tout le cas du sang périphérique, et ce qui veut dire en fait, c'est pas dans le sang qu'il faut regarder, c'est tout simplement dans le parenchyme rénal et sans doute dans les urines. Et aujourd'hui, nous collaborons avec des équipes qui font des choses bien plus compliquées, encore transcriptomique spatiale, la protéomique spatiale, la métabolomique spatiale, bien sûr avec ces dissections au laser. Et ça ne nous surprendra pas, évidemment, cette idée d'un genome research que vous allez trouver des protéines différentes, à gauche et à droite, dans des formes, par exemple, quand vous prélevez les globules, quand vous prélevez du lycien classique. Je termine. À mon avis, aujourd'hui, nous allons devoir nous baser sur la clinique, sur base de la clinique pour décider du traitement. Un malade qui a des manifestations extra-rénales qui sont de plus en plus de sa logique publique, on ne va pas lui donner de la voclosporine, on va lui donner plutôt un obinutuzumab, un enifoliumab, un belimumab.
Si par contre il y a une grosse protéinurie, très grosse protéinurie, comme le médicament présente une protéinurie à la grosse protéinurie, on va peut-être profiter de cet aspect-là pour lui donner de la voclosporine ou un autre inhibiteur de la cyclosporine. Le risque infectieux et le risque du patient, bien sûr. Le bilimumab interfère moins avec la réponse innée que par exemple les anti-interférons du type 1, le souhait de grossesse, la disponibilité des remboursements des expériences du praticien. La dernière diapositive. J'espère vous avoir convaincu que nous avons ici affaire à une maladie rare, mais une maladie rare qui est potentiellement très sévère, qui impacte la femme jeune, avec un impact personnel et sociétal majeur. Il nous faut des centres d'expertise et des réseaux, du réseautage internationaux, ce que nous avons, et de la recherche translationnelle pour avoir des biomarqueurs qui demain nous permettront d'aller un peu plus vite que ce que nous allons aujourd'hui. Nous démarrons simplement quand je compare à ce qui se passe dans les Niki, et heureusement, enfin, l'industrie pharmaceutique s'intéresse à ces niches et peut développer de nouvelles molécules. Et je termine en remerciant, bien sûr, les patients qui participent aux essais cliniques, mes institutions, bien sûr, les personnes qui nous financent, les institutions qui nous financent, et en vous invitant, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière, Monsieur le Président, à Bruges en mars 2024, puisque j'ai la chance de coordonner et de présider avec Nathalie Cossedois de Paris le 14e congrès international sur le lupus. Merci beaucoup. Merci professeur Rousseau. Je passe la parole au professeur Guilvan. Merci Frédéric, extrêmement stimulant, avec plein d'idées nouvelles. Alors il y a des médicaments que je propose aujourd'hui qui vont être donnés en fait dans des formes plutôt réfractaires, mais il fallait les donner plus tôt. Et ce n'est pas toujours facile évidemment de savoir ce qui va arriver, même si tu as donné un certain nombre de réponses et de pistes. Mais des médicaments plus simples, comme par exemple les glyphosines, est-ce qu'il faut les associer d'emblée, par exemple, au traitement d'une néphropathie lupique? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant à J0? On commence un protocole Eurolupus, par exemple, et pour le rein, qu'est-ce qu'on fait en plus? Je pense qu'à J0, il faut utiliser des combinaisons thérapeutiques d'abord, donc un Eurolupus cyclophosphamide ou du MMF avec une de ces nouvelles molécules, et l'explication, je reviens sur le glyphosine dans un instant, l'explication c'est que je crois qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Le risque étant de 15-25% de développer du site avec toutes les conséquences qu'on a, c'est sans doute au début qu'il faut donner ces médicaments en combinaison, quitte à arrêter le médicament le plus coûteux et peut-être le plus dangereux dans un premier temps et à poursuivre avec un nouveau suppresseur frontal. Pour ce qui est des glyphosines, bien sûr on est limité par les indications, par les critères de remboursement. On a peu donné dans la néphropathie lupique, on a très peu donné, c'est surtout sur la néphropathie EGA. Mais il est bien certain qu'aujourd'hui, quand un malade a une insuffisance rénale, une CKD, et qu'il a une protéine résiduelle, nous leur prescrivons une glyphosine avec une précaution d'usage qui s'impose. Parce que finalement, ça se fait aujourd'hui, bien sûr, dans l'insuffisance cardiaque, ça se fait dans l'insuffisance rénale chronique, dans beaucoup d'indications. C'est pas très dangereux, pas très cher finalement. Non, il faut privilégier les infections. Il y a des infections, effectivement, qui sont un réel problème. Mais on voit que la stratégie, en tout cas, d'attaque est en train de changer complètement. Donc ça, c'est, je pense, à souligner. Et je crois qu'on attend trop. Il ne faut pas attendre. Par les équipes, on attend encore trop pour agir avec des nouveaux, en plus de l'immunosuppression potentielle. On a une question de madame ici devant. Est-ce que par la même occasion, je peux rappeler à tous ceux qui nous regardent sur Internet que leurs questions sont les bienvenues, évidemment. N'hésitez pas, ne soyez pas timides. Professeur Pérez, vous avez la parole. Super, Frédéric, toujours aussi enthousiaste. Je vais revenir à quelque chose de tout à fait basique et du départ. Pourquoi continuer à donner des corticoïdes par voie intraveineuse si l'administration orale lors de l'induction est équivalente? Je pense qu'il y a une bonne raison qui est pharmacologique, je ne suis pas pharmacologue, mais les fortes doses de glycocorticoïdes par voie intraveineuse ont en fait un effet non génomique. Et c'est l'effet non génomique des glycocorticoïdes, et parce qu'il agit extrêmement vite, qui est utile dans ce genre de situation. Et donc les recommandations actuelles, c'est toujours d'utiliser des formes intraveineuses pour démarrer. Mais par contre, d'utiliser la corticothérapie orale à moindre dose. Ça permet aussi de diminuer la dose orale de glycocorticoïdes. Deuxième chose, les formes intraveineuses sont moins toxiques
que l'administration de forte dose orale, ce qui a été quand même assez bien démontré, notamment pour les ostéomicroses, par exemple. Merci. Oui, Michel Goldman. Passe au micro, Michel. Un magnifique exposé, vraiment très belle synthèse des connaissances actuelles. Finalement, la plupart des traitements dont tu nous as parlé ciblent les lymphocytes B. Alors, je voulais te demander si, finalement, un peu comme on l'apprend dans le traitement de la sclérose en plaques, ces traitements qui ciblent les lymphocytes B ont d'autres actions que simplement bloquer la production d'anticorps néphrotoxiques. Oui, donc probablement, et c'est certainement vrai pour le rituximab, le lymphocyte B n'est pas qu'un producteur d'auto-anticorps. Le lymphocyte B, aujourd'hui, on considère, je ne suis pas immunologiste, il est 1000 fois plus loin, mais comme un présentateur d'antigènes. Et donc, certainement que dans la polyarthrite rhumatoïde, où les auto-anticorps sont quand même beaucoup moins présents, et en tout cas beaucoup moins pathogènes que dans le lupus érythémateux disséminé, ces médicaments ont un effet, alors que ce n'est pas un effet sur la diminution du facteur rhumatoïde ou des anticorps antipeptides cycliques citrulinés, donc c'est sans doute un effet parce que le B est un présentateur d'antigènes puissant. J'avais une petite question. Tu as parlé au début de ton exposé de ce chiffre magique 0,7 ou 0,8 grammes de protéinurie. J'ai vu la date de ces publications, c'était avant l'arrivée des glyphosines. Est-ce que tu parles de l'arrivée des glyphosines? Ce chiffre doit être mis en question, on a perdu. Je n'ai pas l'idée, mais c'est bien possible. Attention que tous ces malades avaient déjà des inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine. Et alors je pense que l'effet des glyphosines, c'est surtout ce qui a été démontré sur la prévention au long terme, évidemment, de l'insuffisance rénale, moins l'effet antiprotéinurie. Tout à fait d'accord, parce que quand même, il y a un effet très rapide également sur la protéinurie, hein, y compris chez des gens qui étaient déjà sous IEC ou sous ARA2. Ok. Nous n'avons pas des chaleurs au niveau public. Mais chez les diabétiques, on a cette Ah oui, c'est ça, c'est pour avoir une modification différente. Enfin, tout ce qui a été vu chez les diabétiques pour le moment et qui est extrapolé sur la néphropathie IgA, par exemple, se confirme. Donc, ce qui est fait dans les néphropathies IgA, c'est en la néphropathie IgA. Pas d'autres questions? Et on va progresser alors. On passe la parole enfin. Félicitations.